a été réalisé par Claudius Amion à l'hôpital Saint-Georges à Londres dans une hernie, dans un sac d'hernie. Donc la première appendicectomie était un cas particulier. C'est un tableau clinique qui simulait un étranglement herniaire. Et donc, je pense que l'appendicectomie, l'appendicite, elle est caractérisée par la grande variation de ses formes cliniques, cette grande simulatrice. Tous les chirurgiens préfèrent opérer dans le doute que de laisser évoluer une appendicite vers la péritonite. Évidemment, c'est une urgence chirurgicale abdominale la plus fréquente. Les tableaux cliniques on va le voir, sont tellement variés. Voici une hernie d'Amion, donc une appendicite opérée avec, on voit ici une hernie mixte avec un sac d'hernie interne et l'appendicite est dans le sac d'hernie oblique externe. Les variations sont en fonction de l'âge. Chez le nourrisson, le diagnostic il est beaucoup plus difficile. On sait très bien que le nourrisson ne communique pas. Déjà, l'appendicite elle est exceptionnelle chez le nourrisson, mais extrêmement grave en raison de sa rapidité d'évolution et du retard diagnostique. C'est le plus souvent un tableau de gastro-entérite fébrile avec un météorisme abdominal chez le nourrisson, prostré, agité, avec des yeux excavés, des extrémités livides. Et donc, l'échographie doit être préférée au scanner vu le risque d'irradiation. Chez le grand enfant, le diagnostic est encore plus difficile puisque la symptomatologie est trompeuse. Il faut savoir répéter l'interrogatoire, voire même hospitaliser le patient pour des examens itératifs. L'évolution, donc, elle est très rapide vers des complications péritoniales. La première cause d'occlusion fébrile chez l'enfant, c'est l'appendicite aiguë. Chez le sujet âgé, on connaît très bien le problème tumoral. Les signes pariétaux, notamment la défense, sont parfois absents. Parfois, ils sont remplacés par un tableau de subocclusion. Il faut savoir penser à un certain nombre de signes cliniques et paracliniques. Une anémie, par exemple, chez un sujet âgé, il faut penser au problème tumoral. Il y a donc souvent un retard de prise en charge diagnostique et thérapeutique responsable d'une mortalité accrue par l'appendicite chez les personnes âgées. Le patient peut consulter pour une constipation, une occlusion fébrile ou une simple altération de l'état général. Chez la femme enceinte, on connaît très bien qu'il existe un état d'immunotolérance. Le diagnostic il est très difficile. Les signes cliniques sont déplacés vers l'arrière et vers le haut. Vu le volume utérin, l'utérus devient abdominal, il n'est plus pelvien. En plus de ça, certains signes cliniques tels que les nausées et les vomissements peuvent être mis sur le compte des signes sympathiques de grossesse. Et souvent, on pense à un problème d'infection urinaire ou d'un problème de cholécystite. Donc, le diagnostic peut reposer sur l'échographie, le scanner étant contre-indiqué vu le risque d'irradiation fœtale. Néanmoins, en cas de doute, diagnostic persistant après l'échographie, il vaut mieux réaliser une imagerie car il est préférable de réaliser plutôt une appendicectomie que de laisser évoluer vers des complications qui peuvent même engager le pronostic de la femme enceinte. L'incidence par trimestre, l'appendicite elle est beaucoup plus fréquente au cours du deuxième trimestre de la grossesse. Le traitement de référence reste la réalisation de l'appendicectomie. La mortalité maternelle est devenue exceptionnelle, mais le retard diagnostique, il continue à poser problème. En cas de traitement, il faut préférer la célioscopie. La faisabilité de l'abord laparoscopique, il faut un certain nombre de précautions, une basse pression, travailler avec une basse pression, éviter les manipulations de l'utérus gravide, un positionnement des trocars prenant en compte l'augmentation de volume de l'utérus. Et en péropératoire, il est indispensable d'éviter l'hypotension maternelle secondaire à l'anesthésie pour limiter l'hypoperfusion utéroplacentaire et la souffrance fœtale. En post-opératoire, il faut penser au problème de thromboembolie. Le pronostic materno-fœtal dépend du retard diagnostique en cas de grossesse. L'appendicite aiguë diagnostiquée tardivement peut être source de complications maternelles graves et fœtales. Devant toute douleur, il faut commencer par faire le CBU et être systématique en cas de femme enceinte. Comment ne pas parler
de l'embryologie, puisque après le début de l'organogénèse, l'anse digestif primitif va subir une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de l'axe de l'artère mésentérique supérieure. Et donc le séquoappendice va venir se fixer dans la fosse iliaque droite, mais il faut savoir qu'il y a des variations dans cette position. La première variation, c'est la forme sécale normale, mais l'appendice, comme on le voit ici, peut être latérosécal interne, il peut être présécal, rétrosécal. Lorsque l'appendicite est sous-hépatique, elle pose le problème de diagnostic différentiel avec la cholécystite. Et dans ce cas-là, il faut penser à un abord par voie sous-costale ou bien préférer la célioscopie. La deuxième variation de la forme topographique, c'est la forme rétrosécale. Dans ce cas-là, la défense elle peut être même inexistante, mais la douleur s'accompagne parfois et se projette en postérieur et elle s'accompagne de psoïtis. Les complications peuvent être l'abcès rétrosécal, pouvant aboutir à la diffusion dans la région sous-hépatique et dans la gouttière pariétocolique droite. Le diagnostic différentiel de la forme rétrosécale se pose essentiellement avec la pyélonéphrite. Le diagnostic, il est fait au scanner. L'appendicite pelvienne, elle peut poser un problème de diagnostic différentiel donc avec les infections urinaires, s'accompagne de dysurie et parfois de rétention d'urine. Il y a des troubles rectaux, des faux besoins. Les touchés mettent en évidence une douleur latérosécale droite. Les complications sont essentiellement la péritonite pelvienne et l'abcès du cul-de-sac de Douglas. Donc le diagnostic différentiel dans cette forme pelvienne se pose essentiellement avec la salpingite, la grossesse extra-utérine, d'où l'intérêt de savoir poser et demander les bêta-ACG. L'appendicite dans sa forme mésocéliaque, lorsque l'appendice se balade entre les anses intestinales, comme on le voit sur ce scanner, il peut donner un état d'iléus réflexe. Et donc, le patient va se présenter avec un tableau d'occlusion fébrile et la cellule, elle est intéressante dans ces formes-là. Les variations topographiques, enfin, il peut s'agir d'un mésentère commun et donc les patients ayant une malrotation intestinale peuvent présenter un véritable défi diagnostique. L'imagerie doit être appropriée. Le traitement a beaucoup bénéficié de l'apport de la célioscopie. Une revue de la littérature récente a recensé 63 cas de situs inversus d'appendicite avec des manifestations carrément à gauche. Cette localisation inhabituelle est responsable d'un retard diagnostique pouvant être à l'origine de complications graves. Avec l'avènement donc du scanner et notamment de l'échodoppler des vaisseaux mésentériques supérieurs, le diagnostic du situs inversus est devenu facile. La laparoscopie, elle est primordiale, mais si elle n'est pas faite, on doit penser à adapter l'incision en fonction de la localisation de cet appendice. Après les formes topographiques, on va parler du mucocèle et de rétention de mucus au niveau de l'appendice, comme on le voit chez ce patient-là. Cette rétention peut être secondaire soit à un stercolite, un fécalite, ou bien à une hyperplasie lymphatique, ou bien carrément à des tumeurs qui peuvent être soit bénignes, ou bien à des adénocarcinomes malins. Donc la complication grave des mucocèles, c'est la rupture et le risque de pseudomyxome. Longtemps, ces pseudomyxomes ont pensé à une origine soit appendiculaire, soit ovarienne. Mais les études récentes, immunohistochimiques et moléculaires, surtout de la protéine MUC2, ils ont tranché à l'origine toujours de l'appendice. L'enjeu essentiel en radiologie, c'est la reconnaissance du mucocèle, puisque le mucocèle peut être soit symptomatique, comme il peut être découvert à l'occasion d'une laparotomie pour un autre problème. L'essentiel, c'est qu'il faut prendre ces précautions péropératoires pour éviter la dissémination du mucus et l'ensemencement du champ opératoire. Si on fait une célioscopie, il faut penser à extraire le mucocèle dans un sac en plastique. Donc, l'expression du gène MUC2 a tranché, c'est l'origine
appendiculaire des pseudomyxomes. Le kyste rétentionnel correspond à l'accumulation du mucus par l'obstruction non tumorale, donc par stercolite ou par hyperplasie des lymphoïdes. Parmi les étiologies, on a également l'hyperplasie villeuse épithéliale. Lorsqu'elle est en cause, elle peut être soit diffuse ou localisée. Parfois, c'est des cystadénomes missineux, des tumeurs bénignes. Et donc, dans ce cas, l'appendicectomie, elle est suffisante. Mais en cas de cystadénocarcinome missineux, il faut savoir compléter, après l'anapathe, il faut savoir compléter le geste chirurgical par l'hémicolectomie droite, voire même le traitement peut être très difficile en cas de pseudomyxome. Il peut s'agir d'omontectomie, d'ovariectomie bilatérale, réduction tumorale au maximum, et donc même compléter ce geste par la chimio péritonéale. Les résultats histopathologiques inhabituels des échantillons d'appendicectomie, donc sur une série de 80 600 cas, on a recensé 11 cas d'adénocarcinome malin. Les lymphomes représentent une incidence de 0,015%, donc 14 cas révélés. Les leucémies appendiculaires sont extrêmement rares, mais ils représentent quand même un pourcentage de 0,05. Et enfin, les gystes, ces tumeurs, peuvent être localisées. Dans la littérature, j'ai recensé 8 cas qui sont publiés. Bien sûr, le diagnostic, il est fonction, comme dans tous les tumeurs, tous les gystes, de nombre de mitoses. Et donc, il faut savoir compléter par l'immunohistochimie. L'association de l'appendicite aux maladies inflammatoires, il a été remarqué que l'appendicectomie réduit le risque de survenue de la RCH. Chez les malades ayant subi une appendicectomie avant l'âge de 20 ans, l'évolution de la RCH elle est moins grave que chez les malades, la population normale. Il y a 2 théories pour ça qui ont été avancées pour expliquer le rôle protecteur de l'appendicectomie contre la RCH, soit que l'appendice, en tant que réservoir de bactéries, pourrait contenir un antigène ou un agent bactérien responsable de la RCH, disparaissant après l'appendicectomie. La seconde théorie, c'est que l'appendicite va protéger l'état inflammatoire que génère l'appendicectomie, va protéger contre le développement ultérieur de la RCH. Dans une méta-analyse récente, le risque de RCH chez les sujets appendicectomisés, il est environ 3 fois plus faible que la population normale. Pour la maladie de Crohn, il n'y a pas de rôle protecteur contre cette maladie. Enfin, je termine par les appendicites et les associations avec les maladies parasitaires. La revue de la littérature de 42 cas a montré 174 cas d'appendicite aigus, avec une histoire de diarrhée dysentérique retrouvée seulement chez 7 à 14% de cas. L'intervalle entre le voyage et le début des symptômes cliniques variait entre 1 mois et plusieurs années. Et puis, dans cette forme d'appendicite amibienne, il faut noter ces complications intra-abdominales post-opératoires sévères, telles que l'abcès hépatique, la septicémie et la fièvre gastro-intestinale et les hémorragies, qui se sont produites dans 20% de cas. L'appendicectomie précoce et le complément par le métronidazole est nécessaire. Il faut savoir qu'il n'y a pas de rôle entre l'appendicite et l'association de ces parasites, c'est-à-dire dans la genèse. Une revue de la littérature concernant 50 000 cas d'appendicite, voici le profil des parasites qui ont été recensés, les amibes, les oxyos, le trichocéphale, giardia. Dans tous les cas, il faut savoir adapter le traitement antiparasitaire. En conclusion, je vais dire que l'appendicite, c'est une urgence chirurgicale abdominale qui est très fréquente, mais les tableaux cliniques peuvent prendre des formes diverses, voire complexes. Mais le point sur lequel je vais insister, c'est que la présomption clinique, elle est erronée dans 20 à 25% de cas, d'où l'intérêt de revoir cette notion d'insister sur l'examen clinique et donc l'intérêt de l'imagerie, notamment l'échographie et le scanner, et je vous remercie.